بدأ ممارسة التدريس في الستينيات وبالضبط سنة 68 بكلية الآداب بالرباط. من بين مؤلفاته الأدب والغرابة، العين والإبرة حول ألف ليلة وليلة، وقام كذلك بدراسة معمقة للمقامات، مقامات بديع الزمان الهمداني والحريري، وكانت عبارة عن أطروحة ناقشها في السوربون سنة 1982. لسان آدم، أبو العلاء المعري أو متاهات القول، حصانويتش، وهو عبارة عن قصة مطولة، أنبئوني بالرؤيا، ديتموا لو سونج، من بين خصائص الأستاذ عبد الفتاح كيليتو. الكتابة يتداخل فيها ما هو حكائي وما هو نقدي وما هو سردي كذلك، وهذه من الخاصيات التي نجدها قليلا ما نجدها عند الكتاب المغاربة. L'auteur et ses doubles، وقد ترجمه عبد السلام بن عبد العالي تحت عنوان الكتابة والاستنساخ. L'auteur et ses doubles عبارة عن نص نقدي، وهنا كذلك نجد الحكاية داخل العمل النقدي لعبد الفتاح كيليتو. لديه كذلك نصوص تخيلية مثل La querelle des images، حسام الصور، Enquête، Dites-moi le songe. ومن المؤلفات التي صدرت له مؤخرا سنة 2013 Je parle toutes les langues mais en arabe. Nous avons l'habitude dans ces rencontres de discuter, de dialoguer à la fois en arabe et en français. Et comme je disais tout à l'heure, l'une des particularités du travail, parce que c'est très difficile de cataloguer Abdel Fattah Killito, l'une des caractéristiques de son travail, c'est qu'il y a une interférence permanente entre ce qui est fictionnel et ce qui relève de l'essai. Et la pensée se déploie dans son œuvre entre la fiction et la démonstration. Mais si je peux utiliser un mot peut-être un petit peu pompeux, son travail peut-être c'est essentiellement un travail de déconstruction, c'est-à-dire aussi de réinterprétation du patrimoine culturel arabe. Quand il analyse, on a aussi l'impression qu'il raconte. Et derrière ces analyses se cache toujours, pas forcément une espèce de morale comme on en connaît dans les textes du XVIIe siècle, mais en tout cas une leçon. Et je crois que nous lui devons tous, les universitaires, jeunes et moins jeunes, cet état d'éveil de notre esprit dans notre rapport au texte. C'est quelqu'un qui nous a appris d'abord à penser entre les langues, mais qui nous a appris aussi par la lecture, par ses propres travaux, à comprendre les textes dans leur complexité et dans leur globalité. Son rapport à la littérature classique, au texte classique, n'est pas un rapport fragmentaire. Il travaille sur l'ensemble des textes classiques pour en dégager quelques constantes. Et justement, il ne fonctionne pas seulement par prélèvement, c'est-à-dire par superficialité, mais plutôt il creuse dans les entrailles mêmes de cette littérature pour comprendre justement aussi notre actualité. Son retour au passé n'est pas un refuge dans le passé, mais c'est plutôt une manière de faire vivre aujourd'hui ce qui relève de notre passé. Et je crois que c'est l'un des rares auteurs marocains à avoir compris la nécessité de cet acte. On dit souvent que Killito n'est pas engagé. Je trouve qu'il n'y a pas meilleur engagement que ce type de travail. Parce qu'en fait, l'engagement n'est pas une construction de discours, mais c'est une manière de pousser les autres à penser et de pousser les autres à penser leurs propres apories. Et je pense que Killito nous a appris justement à penser nos apories et à aller très loin
dans notre compréhension de notre passé pour mieux comprendre notre présent. Donc nous sommes face à un homme qui est d'une contemporanéité, à mon sens, exemplaire pour nous tous. Je vais aussi donner la parole, peut-être en premier d'ailleurs, à Milan Rachon, parce qu'il a fait avec lui un entretien que j'ai trouvé très stimulant et intéressant. Le côté personnel se déploie dans le texte de manière subtile, pudique, mais en même temps claire. C'est-à-dire que celui qui lit cet entretien, Kilito en question, arrive à entrer dans l'univers de Abdel Kilito en toute subtilité et finesse. Et je pense que son objectif premier, qui est de parler de l'homme et de l'œuvre, est un objectif qui a été magistralement atteint. Alors, juste une première question, et puis après, qui nous ouvrira vers le travail de Kilito. Comment tu as eu l'idée de faire cet entretien, et est-ce que Kilito était difficile dans son entretien? Je commence d'abord par te remercier, Khalid, pour cette invitation, et remercier évidemment ce beau complexe culturel. Et merci beaucoup à vous tous d'être venus nombreux pour cette rencontre. Alors, oui, alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire un entretien avec Abdel Kilito? D'abord, je m'exprime en français parce que Khalid m'a dit qu'il n'y a pas de cloisonnement, donc on peut parler dans la langue qu'on veut, heureusement, dans un monde où il y a beaucoup de frontières, heureusement qu'il n'y a pas de frontières entre les langues et qu'on peut s'exprimer librement. Donc, ce qui m'a poussé à faire un entretien avec M. Abdel Kilito, d'abord parce que c'était mon professeur. J'étais depuis la 3e année de licence. C'était mon professeur à la faculté des lettres de Rabat. Et donc, depuis, j'ai fait ma licence de mémoire sur Proust avec lui. Et ensuite, il a dirigé évidemment tous mes travaux, même si j'ai le moindre article ou conférence à préparer, je fais lire à monsieur Kilito, donc on se connaît depuis plus de 20 ans. Et donc, des fois j'entends, à l'époque je me rappelle quand j'étais étudiante en 3e année où il avait publié La querelle des images. Donc j'imagine pour les étudiants quand leur professeur écrit, c'est quelque chose, on le regarde d'une autre manière. Il avait déjà publié L'auteur et ses doubles, mais vraiment La querelle des images, il avait eu à l'époque le prix Grand Atlas, et donc c'était un événement pour nous étudiants. Et puis, ce qui m'a poussé vraiment à faire un entretien avec M. Kilito, c'est que parfois, d'abord, il parle peu, c'est quelqu'un qui n'aime pas les feux de la rampe, c'est quelqu'un de très discret, de humble, même lorsqu'il nous enseignait à la faculté, il n'aimait pas les cours, enfin, il pouvait faire un cours magistral, mais il ne le faisait pas, il était proche des étudiants. Enfin, c'était quelqu'un il les orientait, il nous donnait les références qu'il fallait. Enfin, c'était pas le professeur qui aimait vraiment être sur l'estrade et faire le cours magistral. C'est pas son genre. Et donc, il y a eu beaucoup d'affinités entre... en tout cas, c'est le contraire d'un professeur scolaire dont on a parlé tout à l'heure. Donc, évidemment, il y a certains étudiants qui n'aimaient pas. Donc, soit on aime Kilito dans ses cours, soit on ne l'aime pas. Il y en a qui trouvaient, bon, il n'est pas scolaire, c'est difficile, il faut aller chercher, il nous pousse à recueillir l'information. Et donc, également, ce qui m'a poussé je viens à la question, à faire l'entretien avec lui, c'est que des fois, j'entendais des choses qui je trouvais des aberrations. Par exemple, j'ai entendu une fois un professeur dire qu'il a une écriture ethnographique. Donc, et je l'ai lu dans un article, Kilito a une écriture ethnographique. Bon, peut-être parce qu'il avait lu La querelle des images, elle parle de la Médina de Rabat, et... Donc voilà, ou encore, M. Kilito est spécialiste de la littérature arabe. Ou encore, il est spécialiste des mille et une nuits. Encore que lui, il déteste ce mot de spécialiste. Il dit que je ne comprends pas comment on peut être à l'aise dans ce terme de spécialiste. Ben non, Kilito dialogue avec tout, avec toutes les littératures.
il dialogue avec la littérature classique arabe, ancienne, oui, mais il dialogue également, même avec Tintin, la bande dessinée, Jules Verne, Amélie Nothomb, toutes les littératures. Il fait vraiment, comme a dit Khalid, vraiment, il fait un pont entre Orient et Occident. Et le meilleur moyen de dialoguer avec les deux, c'est la littérature. Donc voilà, peut-être que j'aurais une autre idée tout à l'heure. إذا الأستاذ كيليتو لن أطرح لك السؤال المحرج تحدث عن ذاتك، سوف أطرح لك نفس السؤال لكن بطريقة أخرى. تحدث عن عبد الفتاح كيليتو انطلاقا للأدب وعلاقة عبد الفتاح كيليتو بالأدب. علاقتي بالأدب في البداية كانت علاقة مدرسية، محفوظات وما كنا ننجزه من إنشاء. ولكن علاقتي بالأدب بدأت يوم اكتشفت الرسوم البونديسينية، الأشرطة المصورة أو المرسومة. لماذا؟ لأنني كنت قبل هذه وقراءة هذا النوع من الأدب ومن الصورة كنت لا أستطيع أن أقرأ. كانت الكتب في متناولي ولكنني لم أكن أستطيع أن أقرأ. بفضل الأشرطة المصورة سهل الأمر وتعلمت ألفاظ وأساليب وعبارات واستطعت أن أقرأ الكتب غير مصورة وهكذا. كنت صغير السن وكانت لي قدرة كبيرة على القراءة. كنت أقرأ روايتين كل يوم، روايتين كل يوم. كانت في الرباط في ذلك الوقت كانت خزانة أمريكية. يجب أن نعود إلى الخمسينات أو الخمسينات. شحال هذه كانت كانت كل الكتب في هذه الخزانة بالإنجليزية ولم أكن أفقه حينئذ الإنجليزية، ولكن كان هناك جناح صغير فيه كتب مترجمة من الإنجليزية أو الأمريكية إلى الفرنسية، وأخذت أقرأ هذه الكتب. وهكذا قرأت كتبا عظيمة من نوع موبي ديك، Le Dernier de Mohican, L'Île au Trésor, les aventures d'Arthur Gordon Pym. Des chefs-d'œuvre. كانت عندي عقدة وأنا أقرأ هذه الكتب أن يأتي يوم أكون قد قرأت كل الكتب التي هي بالفرنسية. كنت أخشى أن يحصل هذا، لكن فيما بعد حصل تطور لم يكن في مخيلتي. حصلت لي صدمة. قرأت وقرأنا في المدرسة نصا لعباس محمود عقاد يقول فيه: قراءة كتاب مرتين أحسن من قراءة كتابين. ما معنى هذا؟ في ذلك الوقت أحسست
أقرأ بسرعة وبسرعة ما. إذا لا أستوعب ما أقرأ، لهذا يجب أن أعيد قراءة ما قرأت. كنت آخذ الجملة الأولى وأقرأها ثم أعيد قراءتها ولا أفهم شيئا، وأظل أعيد القراءة عسى أن أكتشف شيئا لم أكتشفه في المرة الأولى. وهكذا قضى علي عباس بن فلم أعد أستطيع قراءة روايتين كل يوم. لنقل إنني توقفت لمدة سنة أو سنتين عن القراءة، وبقيت هذه العقدة في نفسي. الآن لا أستطيع أن أفهم جملة أو نصا للوهلة الأولى. ينبغي أن أفكر، أن أستريح، كل هذا بسبب العقل. وما سمي العقل إلا في حصار نيتشه تتحدث عن طفل أحب القراءة بالعقوبة وأصبح كاتبا بالعقوبة. إذا العقوبة العقدة. أي كانت العقوبة، كان الأساتذة الفرنسيين هم الذين يحددون هذه النوع من العقوبات. عندما يغضب الأستاذ يقول للصف اكتبوا هذا النص 3 مرات. كان التلاميذ يتذمرون من هذا التمرين. أما أنا كنت خجولا. كان التلاميذ رفاقي يغشون ولا أحد يراقبهم، لأن الأستاذ حين يعطونه ما نقلوا يكتب فيه نظر ثم ينتهي الأمر. أما أنا فكنت أخشى أن يكتشف غير شيء حدث غش، فكنت أكتب باتزان وبمراعاة الأمور. وهكذا تعلمت الفرنسية بالكتابة. الفرنسية نتعلمها بالكتابة، أو على الأقل هذا هو هذه تجربتي. وبفضل هذا التمرين صرت قويا كما يقال في الإملاء. صرت قويا في الإملاء، وبعد ذلك صرت قويا في الإنشاء. الإنشاء هو الذي جعلني أعتقد أو أتمنى أن أكون كاتبا، أن أكون أديبا. لأن معنى الإنشاء نص أدبي. وعادة مواضيع الإنشاء المدرسية تكون المواضيع نفسها التي يتحدث عنها الكتاب الروائيون والقصاص. إذا هناك علاقة بين التمرين بين الإنشاء المدرسي والأدب. كانت نتائجي في الإنشاء بسبب قراءات متعددة، كانت نتائجي جيدة. وهكذا اكتشفت أو هكذا خيل لي أنني أستطيع أن أكون كاتبا، بل أستطيع أن أكون كاتبا المستقبل. هذا حين كنت في المدرسة الثانوية. لما دخلت إلى الكلية سجلت نفسي في الأدب الفرنسي، فوقعت لي أزمة. الأزمة هذه المرة أنا الذي كنت أعتقد نفسي كاتب المستقبل
كانت نقطتي في الديسيرتاسيون 23. كنت أنا الخط. هكذا اندثرت أمنيتي واعتقادي بأنني أستطيع أن أكون كاشفا، وكانت أزمة ودامت الأزمة سنوات ثم أتى الانفراد يوما ما. ربما نتحدث عن هذا لماذا؟ على العموم الكتاب الكبار يكونون دائما في آخر الصف في المدرسة، ما كيجيبوش مقاطع مزيان الكتاب الكبار كيكونوا دي كونت. Alors, mais c'est vrai. Dans l'histoire, c'est vrai. Justement, parce que tout à l'heure, Père Philippo a parlé de son expérience de manière très attrayante et puis en même temps très narrative. Quand tu as fait avec lui l'entretien, comment